sommes le lundi 14 avril 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Voici l'article de cette session de l'information. En religion, dernière semaine pour la célébration de la Pâque, les fidèles chrétiens observent la semaine sainte, une période déterminante qui allie prière, pénitence, partage et charité. Des vertus théogales qui prédisposent les chrétiens à commémorer la victoire du Christ sur la mort, à découvrir dans ce journal. En santé, nous parlerons de la couverture santé universelle qui reste jusque-là une simple vue de l'esprit. 2 années après son lancement, les lignes sur le plan de la prise en charge dans nos formations sanitaires ne semblent pas avoir bougé. Qu'est-ce qui coince? Des éclaircies à retrouver dans cette session de l'information. Et puis en sport, on reviendra sur la liste des Lions indomptables des moins de 16 ans en prélude au tournoi de Montaigu prévu du 14 au 25 avril 2025. Les poulains de Jean-Pierre Fiala sont prêts à ruger dans cette compétition et mettre ainsi en lumière leur talent. Les échos de la tanière à retrouver au bas de cette session de l'information. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille, le développement dans une poussière de secondes. Merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Comme annoncé au sommet de ce journal, ouvrons ce journal avec de la religion. Les fidèles chrétiens du monde entier sont depuis le dimanche 13 avril 2025 en plein dans la semaine sainte, une période pendant laquelle le fidèle chrétien doit observer des moments de partage et même de charité en vue de se préparer à commémorer la victoire du Christ sur la mort. Voici le reportage de David Zo. Pratiquer la charité en tout temps et expérimenter le sacrement de confession, voilà l'attitude que doivent adopter les fidèles chrétiens pendant cette semaine sainte. Une période à laquelle les chrétiens sont en quête de sanctification pour mieux vivre la résurrection du Fils de Dieu. Un chrétien qui prépare la semaine sainte doit pouvoir, n'est-ce pas, se rapprocher du sacrement de confession d'abord. C'est la première chose qu'il devrait faire parce que cela lui permet de se préparer spirituellement et d'accueillir, n'est-ce pas, le corps et le sang du Christ dans des conditions bonnes. On ne peut pas aller accueillir un roi étant sale, donc on doit pouvoir se purifier. La confession est l'élément essentiel de cette préparation. Pendant cette semaine, le chrétien doit aussi se réconcilier avec son entourage au travers des actions caritatives. Une autre chose que le chrétien devrait faire, ce sont ces actes de réconciliation, de rapprochement avec les autres, multiplier les activités, les actions caritatives, se mettre au service de l'autre. C'est ce que le Christ attend. Mais seulement pas pendant cette période, mais durant toute notre vie. Parce que notre vie devrait être action au service des autres. Voilà ce que le chrétien devrait faire durant cette période de Pâques et dans les jours à venir. Alors que le monde s'apprête à célébrer la victoire de Jésus sur la mort à travers le dimanche de Pâques, la semaine sainte est importante dans la vie d'un chrétien en ce qu'elle le rapproche davantage de son Créateur. En attendant justement la célébration de la fête de la Pâque, les chrétiens du monde entier attendent cette période avec impatience. Et du côté de l'église adventiste du 7e jour, on communie déjà dans le cadre de cette fête avec une autre date, mais cependant avec des symboliques et même des origines qui restent des aspects assez vagues pour les chrétiens, dites-vous. Joël Akumba. La Pâque, une célébration chrétienne courue par de nombreux fidèles. Si elle est tant aimée, il faut dire que sa genèse est plutôt lointaine. Nous l'on dit que depuis l'Exode, alors que les enfants d'Israël sont en esclavage en Égypte, l'Éternel va ordonner dans Exode chapitre 12 qu'un agneau soit arrêté dans chaque maison et que ce soit un agneau pur, sans tache, qui sera sacrifié. Au moment venu, cet agneau sera égorgé dans chaque maison, mais il sera mangé avec des pains sans levain. Et le sang sera mis sur chaque porte, chaque linteau des maisons,
pour que ces maisons soient protégées par les plaies que Dieu enverra en Égypte. Pour les chrétiens, cette célébration est toute particulière car elle rappelle l'amour que Dieu a pour le monde. C'est un moment fort. C'est un moment très fort à l'Église parce qu'il parle de la mort et de la résurrection du Christ. C'est un moment fort et puissant pour reconnaître le sacrifice que le Christ a fait pour chacun d'entre nous. En fait, le sacrifice est si puissant car il est témoin de l'amour du Christ pour nous. Et c'est pourquoi la Bible dira dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » En fait, le Fils donné ici, c'est cet agneau sans tache qui a été immolé et qui est mort. Alors la Pâque pour nous symbolise vraiment la mort, le sacrifice du Christ pour nous et qui peut nous racheter, nous sauver et nous enlever de l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Si le 20 avril correspond à la date de la célébration de la Pâque, il faut dire que du côté de l'Église adventiste du 7e jour, la Pâque se célèbre à une autre date. Oui, l'Église adventiste, la Pâque est appelée pour nous la Sainte Seine. C'est un moment de communion fraternelle. C'est un moment où nous nous asseyons autour d'une table qui a au sein d'elle des pains sans levain et elle a aussi de jus de raisin que nous allons bénir et consacrer à l'Éternel. Et ceci, nous allons appeler le corps du Christ et le sang du Christ. Et nous allons donc commémorer cette Pâque à travers cette table sainte. Et nous le faisons chaque trimestre. Annuellement ou trimestriellement, la Pâque est un moment précieux pour la communauté chrétienne qui voit en elle l'occasion ou la chance du rachat de l'humanité par Dieu. Et en attendant justement la célébration de la fête de Pâques prévue pour dimanche prochain, parlons du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, qui a procédé à l'inauguration des toilettes publiques de la ville de Yaoundé. C'était vendredi dernier, une action qui permet aux usagers de la ville aux 7 collines de pouvoir bien se mouvoir dans les espaces publics contre-coup, bien qu'il suscite des indignations au sein de l'opinion publique. Dites-vous, Joël Akumba. Utiliser les toilettes publiques, récemment inaugurées par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, nécessite un coût en fonction des envies. 100 francs CFA pour un besoin naturel, 500 francs CFA pour une douche froide et 1000 francs CFA pour une douche chaude. Voilà ce qu'il faut débourser pour se mettre à l'aise au centre-ville de Yaoundé. Une véritable distraction, voire un moyen très stratège de détourner des fonds du contribuable camerounais quand on sait que la ville continue de croupir sur le poids des ordures. Une initiative qui suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion publique. Pour les toilettes publiques, l'innovation c'est bien, mais malheureusement, on a mis les charrues avant les bœufs. Parce qu'il faut d'abord commencer par entretenir le coin même où se trouvent les toilettes publiques. Dans les marchés, là, les machines ne sont pas entretenues. Est-ce qu'on va sortir des toilettes pour entrer encore dans la boue? Moi, je pense que s'il y avait des serviettes jetables, ça serait là, l'utilisation serait peut-être la bienvenue. Mais des serviettes à utiliser pour des usagers nombreux, ça va entraîner des maladies et de nombreuses maladies, malheureusement. La première phase de mise en service de cette toilette publique concerne quelques sites, à savoir Marché Mokolo, Face Cathédrale, Pharmacie du Soleil et Palais Polyvalent des Sports. Certains estiment pourtant que les prix sont exorbitants au regard de la conjoncture économique ambiante dont fait face notre société. C'est exorbitant. Exorbitant. Une personne qui va se doucher, qui ne consomme pas un 10 litres d'eau, se retrouve en train de payer 1000 francs. C'est les 1000 francs de quoi? Quand on cherche quand même l'argent, on doit penser au bas peuple là, parce que ces femmes qui se lavent même là-bas là, c'est les Bayam Selam. C'est elles qui cherchent un peu d'argent là. Alors quand tu vas lui taxer 1000 francs qu'elle se lave, 1000 francs, l'eau chaude, c'est trop. À mon avis, c'est un peu trop élevé. Parce que nous savons que nous vivons dans un pays qui est relativement, un pays, je veux dire, en voie de développement, pour ne pas dire un pays pauvre. Donc à ce prix-là, moi je pense que pour le bas peuple, ce n'est pas évident. Je trouve cela un peu plus élevé. Il est important de préciser que l'absence des toilettes publiques dans les grandes métropoles du Cameroun constitue un réel problème. Faut-il le rappeler, la mise en service
de ces espaces publics survient au moment où l'insalubrité continue de dicter sa loi dans la ville de Yaoundé. Un reportage qui porte la signature de Yvan Ameni. Parlons santé à présent dans cette session de l'information. Le cancer du col de l'utérus prend des proportions inquiétantes au Cameroun. Les femmes principales concernées en meurent chaque jour. Ce soir, dans cette session de l'information, nous tentons de trouver des réponses face à cette préoccupation dans ce reportage que signe Mimi Rose Bindang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus au Cameroun atteint des proportions exponentielles. On va de 311 cas en 2020 à 318 cas en 2024, détectés chez les femmes de plus de 40 ans. Une situation qui inquiète de plus en plus les experts de la santé. Ce qui cause une poussée dans notre pays, le Cameroun, surtout, c'est le manque de dépistage, le manque de vaccins chez les femmes, les petites filles de moins de 9 ans et les habitudes sexuelles, comme j'ai dit, qui ne sont pas hygiéniques. Au regard de ces multiples causes, la question sur les origines de la pathologie reste une préoccupation majeure. Les méthodes de prévention restent le leitmotiv pour les experts de la santé. D'abord, nous devons commencer par les dépistages. Les filles de moins de 9 ans qui ne sont pas encore sexuellement actives, nous devons les faire vacciner. Il y en a, c'est disponible chez nous. Les femmes qui sont déjà actives doivent se faire le check-up, le screening, c'est-à-dire chaque année pour celles qui ont déjà les preuves ou bien chez celles avec des partenaires qui sont infectés. Et chez les femmes saines, elles peuvent faire le check-up, disons, tous les 3 ans. Dès lors, tous les regards sont tournés vers le gouvernement afin de pallier le problème et réduire considérablement les risques d'attraper le cancer du col de l'utérus. Et comme annoncé au sommet de ce journal, nous faisons le bilan de la couverture santé universelle au Cameroun. Dans cette session de l'information, la couverture santé universelle, méthode mise sur pied par l'État du Cameroun dans le but d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous, en est à sa 2e année d'exécution. Un bilan plutôt mitigé qui suscite tout de même des interrogations. Et dans ce reportage que signe une fois de plus Mimi Rose Bindang, on nous balade véritablement dans les esquisses de réponses. Je vous propose de regarder. Dans sa vision stratégique d'offrir les soins de santé équitables et de qualité aux citoyens camerounais, l'État met sur pied la couverture santé universelle le 12 avril 2023. Rendu à 2 ans de son implémentation, le système semble ne pas porter ses fruits. Les Camerounais rencontrent toujours des difficultés pour ce qui est de l'accès aux soins de santé. Entre coûts très élevés des produits, accès difficile, voire impossible, des experts il n'y a que à l'accueil reste à repenser. Pas gratuit. Ma petite fille vient de sortir de l'hôpital de Biémassi, elle a fait 2 semaines là-bas. Les ordonnances pleuvaient, ordonnance sur ordonnance. Rien n'est gratuit. Les chambres sont payantes. Le but de ce système est d'offrir les meilleurs soins de santé aux citoyens camerounais en général et aux personnes nécessiteuses en particulier. Un bilan plutôt mitigé au sein de l'opinion publique camerounaise. Comme ça, je suis une déplacée, le Boko Haram nous a cherchés. Même pas 5 francs, surtout on ne te reçoit même pas. Et quand on te passe derrière l'examen, il faut payer avant qu'on te soigne. À l'hôpital, il y a certaines maladies qu'on ne soigne pas gratuitement, telles que le palu là. Ce n'est pas gratuit. Peut-être que les vaccinations, oui, mais le palu là, on ne soigne pas ça gratuitement. Et à l'hôpital même, avant qu'on prenne soin de toi, il faut d'abord que tu payes d'abord. Eu regard à ce qui précède, les yeux sont tous rivés vers le gouvernement afin d'améliorer l'offre et la qualité des soins au Cameroun. Plusieurs cas de décès continuent d'être relevés dans nos formations sanitaires. Quand on sait que la santé n'a pas de prix, mais rien ne vaut tout de même la santé. À 19h passées de 35 minutes dans ce studio, parlons politique.
Cabral Libby dévoile son projet de société. C'était face aux journalistes du groupe Média Horizon 3 que le président du Parti national pour la réconciliation et non moins candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain a dévoilé son projet de société sur les antennes de la chaîne éponyme. Un projet contenu dans son dernier ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu », paru cette même année. Morceau choisi de cette riche échange avec vous, David Zo. Face à Romaric Nouaf, Julio Axel Job et Bertrand Bika, Cabral Libby, président du PCN et par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain, ne trébuche devant aucune question. Répondant aux préoccupations des journalistes, Cabral Libby saisit l'opportunité pour évoquer avec sérénité l'acharnement dont fait face son parti politique à chaque sortie. Ça s'appelle persécution, ça s'appelle acharnement. Là encore, il y a eu un malentendu parce que lorsque l'information selon laquelle nous organisions à notre siège une cérémonie symbolique de lancement de la collecte de fonds pour l'élection présidentielle, lorsque cette information a circulé, nous avons été approchés par des autorités administratives qui nous disaient que nous n'avions pas suivi la réglementation. Lorsque nous avons essayé de nous enquérir de quelle réglementation nous n'avions pas suivi pour tenir une réunion avec les cadres du parti au siège de notre parti, comme nous le faisons, j'ai envie de dire, tous les jours de la semaine, certains ont semblé nous dire qu'il y avait une procédure d'appel à la générosité publique. Sur la question de légitimité, le président national du PCRN rassure ses militants et sympathisants ainsi que la communauté nationale. Il n'y a absolument pas un problème de légalité. Ah non, mais loin encore. Le problème de légitimité ne pourrait pas s'opposer. Parce que la légitimité, en termes simples, c'est l'acceptabilité par la base. Je crois que s'il y a une chose qui ne fait l'objet d'aucun doute au sein du PCRN aujourd'hui, c'est ma légitimité, justement. Parce qu'il faut simplement interroger la base. En tout cas, en comparaison avec ceux qui la remettraient en cause. Et puis, du point de vue statutaire, tant que le congrès électif, justement, qui devait se tenir à Kribi, n'a pas pu se tenir parce qu'il est également interdit, ben nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à diriger le parti. Concernant le franc CFA, le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain donne sa position avec des arguments fermes et solides. Pour reprendre le contrôle de notre politique monétaire, il faut absolument que nous sortions de l'UMAC. C'est l'Union monétaire d'Afrique centrale. Ou alors que nous obtenions une réforme du CFA. Parce que si vous obtenez même une réforme du CFA, qui nous permet de reprendre les leviers de notre politique monétaire, vous pouvez y rester. Mais si on n'y arrive pas, donc la première chose que nous disons dans notre projet de société, c'est que nous allons discuter avec les autres pays CFA pour que nous reprenions le contrôle de cette politique monétaire ensemble. L'idéal, c'est que ce soit ensemble. Enfin, sur le fédéralisme communautaire, l'idéologie qu'il défend avec véhémence, l'homme politique explique sa vision d'un Cameroun uni et sans barrière ethnique. Monsieur Job, qu'est-ce qui fait l'identité du Cameroun? C'est sa diversité. Bon, si on vous demande qu'est-ce qui fait l'identité, parce qu'un pays doit avoir une identité. Ce qui fait l'identité du Cameroun, c'est sa diversité. Nous sommes de ceux qui pensent que la diversité est une chance, est une grâce, dont le pays doit être construit sur cette diversité. Mais pour que l'État qui va être enchâssé dans cette diversité puisse en tirer profit, il faut que ce pays-là, cet État, fédère. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale tient en haleine les téléspectateurs et les auditeurs du groupe Média Horizon 3, tout en édifiant les potentiels électeurs sur son projet de société ainsi qu'aux défis qui l'attendent une fois à la tête du pays. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a présidé ce lundi 14 avril 2025 une réunion stratégique au siège de son département ministériel. Cette assise qui s'achève le 17 avril 2025 permet de passer au scanner les projets routiers en exécution sur l'ensemble du pays. Plus de détails dans ce reportage que signe pour nous Gisèle Dao et Eric Eloubou.
Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, préside ce lundi 14 avril 2025 dans la salle des réunions au premier étage de l'immeuble ministériel numéro 1, une revue des projets routiers en exécution sur l'ensemble du territoire national dans l'optique d'identifier les entraves aux achèvements pour les finalisations. Cet exercice qui intervient à l'entame du second semestre de l'année budgétaire 2025 donne à entrevoir les interventions sur le réseau routier pour anticiper sur les éventuelles ruptures de trafic. Aussi, un accent particulier est mis sur le chronogramme d'achèvement et d'exécution des travaux. Durant cette assise, il en ressort que 98 travaux sont à examiner. Comme vous avez pu entendre par la voix du ministre le dire et même par l'entreprise, au jour d'aujourd'hui, la seule difficulté que c'est fait sur le terrain, c'est d'obtenir la documentation précédente. Parce qu'il y a un projet d'exécution qui avait été fait, qui avait été validé, mais dont nous n'avons pas eu le retour sur le terrain. Donc directement, il faut donc que ces faits s'appuient sur ces études-là pour aller le plus rapidement possible. Mais notamment, quand même sur le terrain, il y a des actions qui seront menées, qui est le maintien de la circulation, parce que vous voyez, les grandes pluies sont en train d'arriver et la Sananga maritime a ceci de particulier que vraiment le sol ne tient pas. Les travaux de la revue des projets vont également permettre d'élaborer le calendrier de mise en service de certaines infrastructures, notamment le pont sur le fleuve Logon, section Tui Mankim, Mankim Yoko et Kong Carrefour Biébé à Konolingaïl. Au sorti de cette réunion, selon les experts, les projets et les travaux connaissent une avancée considérable. Pour l'instant, nous avons avancé. Ce projet a avancé d'abord au niveau des études. Maintenant, concernant le tronçon du PK60 au PK100, nous avons achevé la conception du tracé, la conception des trafils en travers DIP, et nous avons aussi achevé l'élaboration des plans d'emprise et les plans d'exécution de déforestage. Au terme des travaux, les résolutions, les orientations et les instructions sont données par le ministre des Travaux publics le 17 avril 2025. À l'étranger, faisons escale au Gabon pour signaler que Brice Clotaire Oligui-Nguema a remporté l'élection présidentielle avec un taux de 90,35% des voix en République démocratique du Congo. Le M23, toujours présent à l'est du pays, et continue de frapper, causant de ce fait un climat peu idyllique. Et puis enfin au Sénégal, Ousmane Sonko face aux parlementaires ce lundi 14 avril 2025 pour aborder des questions d'intérêt général. Les détails de toutes ces informations, c'est à retrouver dans cette mouture que signe pour nous Brenda Sa. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui-Nguema remporte l'élection présidentielle du 12 avril 2025 avec un score écrasant de 90,35%. Les résultats provisoires sont proclamés ce dimanche 13 avril par le ministre de l'Intérieur. Cette large avance place sans contestation le président de la transition en tête d'un scrutin marqué par la participation de plusieurs candidats, dont Alain Clotaire Bilibizé avec 3,02%, Joseph Lepenessé Ezingone avec 0,56%, Chaming Zenaba avec 0,38%, Dr Stéphane Germain Iloko avec 0,33%, Alain Simplice Bungere avec 0,32%, Axel Ibinga avec 0,13% et le docteur Thierry Ngoma avec 0,09%. Rappelons que Brice Clotaire Oligui-Nguema est à la tête de la transition depuis le renversement de l'ancien président Bongo en août 2023. Après 20 mois de transition, il prend officiellement les commandes du pays
pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent à l'est du pays. Ce lundi 14 avril 2025, les forces alliées de l'armée de la RDC et le groupe autodéfense appelé Ouazalando reprennent le contrôle des localités en conflit situées à l'est du pays. Les affrontements sont violents, mais les forces avancent avec détermination. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon plusieurs sources, se retirent face à la pression des forces conjointes. Les Ouazalando jouent un rôle de premier plan dans ces opérations. La population locale, longtemps prise au piège par les zones de combat, commence à désespérer. Des sources sécuritaires indiquent que les opérations de ratissage se poursuivent afin de sécuriser complètement les zones libérées. Cette avancée marque une nouvelle étape dans la reconquête des localités occupées par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Sénégal, ce lundi 14 avril 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko se présente devant les députés de la 15e législature pour une série de questions d'intérêt général. Une tradition parlementaire consacrée par l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent questionner les membres du gouvernement sur l'actualité nationale ou internationale. Ces questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée nationale 1 heure avant la conférence des présidents qui décide de l'inscription à l'ordre du jour pour la session à venir réservée aux questions orales. Parlons sport au bas de cette session de l'information comme annoncé en titre. L'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun des moins de 16 ans a rendu public la liste des joueurs sélectionnés pour prendre part au tournoi de Montaigu qui se tient du 14 au 25 avril 2025. Jean-Pierre Fiala et ses poulains sont déjà en terre française pour rivaliser d'Agresse dans une compétition très relevée et mettre ainsi en vitrine leur talent. Évocation avec vous, Karel Yenga. Le sélectionneur des Lions U16, Jean-Pierre Fiala a dévoilé la liste tant entendue des joueurs qui représenteront le Cameroun lors du prestigieux tournoi de Montaigu prévu en France en ce mois d'avril. Cette compétition est reconnue pour son niveau élevé et promet d'être un véritable tremplin pour ces jeunes talents. La première ligne défensive sera assurée par 3 gardiens de talent, notamment Nouro Dariro, Mohamed, Miguel Raxon, Lekidji Temkak, Nicolas Doumbé. La défense sera renforcée par une sélection solide incluant Hakimi Tekom Hassan, William Sinke Hakim, Anissé Mba Messi, François Maya, Amidou, Seni Ayata, Ntobana, Félix Martial Defo Fonkou. Au cœur du jeu, le milieu de terrain sera composé de Yacine Tembakop, Alexandre Samé, Marcelo, Alex Etunji, El Sadate Oussani, Ousseni Bankwa, Aristide Fege Essa, Alain Kiri, Tongolo, Amougou Aben. Enfin, l'attaque sera portée par une ligne offensive dynamique avec des joueurs comme Mike Etoumé, Djoué Jean, Carnel Batalamalem, Niara, Armand Guesso, Kengten Joseph Lancesseur, Trésor Oussambe, Jean-Jules Séverin Om Moussongi, Teddy Emmanuel Bédian, Koma Balepa. Jean-Pierre Fiala a exprimé sa confiance en cette équipe, soulignant que ces jeunes joueurs ont le potentiel de réaliser des grandes choses. Le tournoi de Montaigu sera l'occasion idéale pour eux de se mesurer à des adversaires de renom et de promouvoir leurs valeurs sur la scène internationale. Les supporters camerounais attendent avec impatience de voir ces jeunes lions en action, espérant qu'ils porteront fièrement les couleurs de leur pays. Le tournoi débute ce 14 avril et le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire, la Chine et la France. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun des moins de 16 ans qui sont déjà dans la ville française. Et c'est ici que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Dika et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h passé de 30 minutes.